Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'économie sur France 24. Une semaine de l'économie en confinement, comme vous le voyez, est consacrée à l'impact économique de la crise du coronavirus. Comment sortir de cette crise sanitaire qui va se doubler d'une récession historique? Pour en parler, mon invité est Jacques Attali. J'ai le plaisir de l'accueillir, président de Positive Planète, ancien conseiller de François Mitterrand. Je signale son tout dernier livre, un livre d'entretien, à tort et à raison. C'est aux éditions de l'Observatoire et c'est un livre d'entretien avec Frédéric Tadei. Bonjour Jacques Attali et merci beaucoup d'être avec nous en confinement pour cette semaine de l'écho. Vous écrivez dans une tribune, Jacques Attali, que cette crise du coronavirus est une crise volontaire. En quoi est-elle volontaire? D'abord, c'est une crise volontaire tout simplement parce qu'elle a été décidée par des hommes qui ont choisi de faire passer la vie avant l'économie. Ce qui était un choix tout à fait normal, mais c'est quand même la première fois dans l'histoire des épidémies qu'on a fait ce choix-là et on a arrêté l'économie pour ne pas faire mourir les gens en nombre très supérieur à ce qui était tolérable. Emmanuel Macron a annoncé une réouverture progressive des écoles le 11 mai prochain. Qu'en pensez-vous, Jacques Attali? Est-ce le bon moment? La France n'est qu'un cas particulier. Vous êtes une chaîne internationale, donc on va parler peut-être du monde plus que de la France. Je pense pour ma part que cette épidémie ne se terminera que lorsqu'on aura un vaccin et un médicament. C'est demain matin ou dans 2 ans, ou jamais, je n'en sais rien. Avant, on ne pourra pas se déconfiner, sauf à créer les conditions de disposer assez de masques, de tests, de mécanismes de contrôle de du voisinage qu'on a pu avoir avec des gens qui ont été malades, toutes choses qu'on n'a pas. Vous avez pris l'exemple de la France. La France a besoin de produire 1 milliard de masques par mois et 2 millions de tests par mois pour pouvoir se déconfiner partiellement à quelque date que ce soit. Je ne sais pas si Jacques Attali, vous dites qu'on marche sur la tête parce que la France, justement, veut produire 40 millions de masques alors qu'il en faut 1 milliard de masques par mois. J'ai dit on marche sur la tête, c'était pas à ce propos-là. J'ai dit on marche sur la tête parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour faire survivre les entreprises, et c'est très bien ainsi, mais on dépense très peu d'argent pour trouver le vaccin et le médicament qui sont nécessaires. On dépense sans doute 10 000 milliards pour faire survivre les entreprises du monde entier, mais on ne trouve pas, à l'heure où nous parlons, les 50 milliards qui sont demandés pour lancer à grande vitesse la recherche du médicament et du vaccin. Ça me paraît fou. De même que me paraît fou de ne pas reconvertir à grande vitesse toute l'industrie mondiale vers ce que j'appelle l'économie de la vie. L'économie de la vie, qui est un concept que j'ai lancé il y a maintenant plus d'1 mois, c'est l'ensemble des secteurs qui doivent être considérés comme prioritaires et où il y a à la fois des sources d'emploi et des choses utiles pour la société, c'est-à-dire la santé, l'hygiène, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, la recherche, la culture, l'information, le digital, l'énergie propre, la gestion des déchets, l'eau et tous les secteurs qui sont nécessaires au fonctionnement d'une société. Ça fait à peu près 60 à 70% du PIB de la plupart de nos pays, à peu près un peu moins, mais autant d'emplois. Beaucoup d'autres secteurs sont moins prioritaires. Il faut que toutes les entreprises pensent à savoir comment elles peuvent se reconvertir dans ces secteurs-là. Alors justement, cette économie de la vie dont vous faites référence, auquel vous faites référence, Jacques Attali, on voit qu'elle n'a pas été la priorité pendant toutes ces années. C'est plutôt la réduction des coûts qui était la règle, l'austérité. Pourquoi la délocalisation même? Pourquoi? Et ça peut vraiment changer? Ouais, ça fait très longtemps que je dis que la santé est un secteur fondamental, qu'il est scandaleux de dire que quand les dépenses automobiles augmentent, c'est une bonne nouvelle et que quand les dépenses de santé augmentent, c'est une mauvaise nouvelle. Je suis triste d'avoir raison au pire moment et j'aurais préféré avoir raison sans cette crise. Il faut à tout prix aujourd'hui considérer que là, les secteurs de l'économie de la vie sont une priorité. Cesser d'employer des mots aussi absurdes que prélèvement obligatoire ou charge qui discréditent des dépenses absolument majeures et utiles en matière de financement de l'économie de la vie et se rendre compte que ces secteurs, qui sont très nombreux dont je viens de parler, qui sont des sources d'innovation, de progrès, de culture, d'évolution majeure, moins futiles que d'autres, sur lesquels on a mis beaucoup de moyens pour l'instant, méritent d'être développés. J'espère qu'on le fera. C'est d'autant plus important que c'est en le faisant qu'on sortira de la crise. C'est pas en continuant à faire survivre des entreprises qui ne vont que mourir un peu plus tard qu'on va développer les secteurs qui nous permettront de vivre dans l'avenir.
Alors justement, vous dites que cette crise a un coût immense. Je vous lis, Jacques Attali, 10 000 milliards de dollars, vous dites, sont engagés dans cette bataille. Si on compte à la fois les plans des banques centrales, les plans de relance, 10% du PIB mondial. Cet argent, vous écrivez, plus ou moins imaginaire, ne trouve son sens que si on est convaincu qu'on pourra mettre fin à la crise. Or, ce n'est pas le cas, vous dites. Pourquoi ? Mais oui, parce que, à moins que demain matin ou dans 10 minutes, on nous annonce que le vaccin et le médicament sont là, on ne fera rien on ne sortira pas véritablement de cette crise. Pour en sortir, il faut vraiment reconvertir notre économie dans les secteurs de l'économie de la vie et pas simplement soutenir à bout de bras des entreprises qui n'ont pas de signification. Par exemple, le secteur de l'automobile ou le secteur de l'aviation, si on ne les reconvertit pas à grande vitesse vers les énergies propres, si on ne fait pas en sorte qu'ils fassent partie de l'économie de la vie pour affronter la crise suivante, après celle de la pandémie, c'est la crise climatique, si on ne le fait pas, on n'aura fait rien d'utile. Et cette pandémie qu'on avait prévue, je fais partie de ceux qui l'avaient prévue il y a 10 ans, mais j'étais loin d'être le seul. Et si on l'avait préparée, on n'en serait pas là. Que ce soit au moins une leçon pour préparer la suivante, c'est-à-dire la crise climatique. Et ne pas donner de l'argent sans condition à des entreprises qui doivent absolument se réorienter vers les énergies propres. Mais ça veut dire des mesures de long terme, ce dont vous parlez, Jacques Attali. Le long terme commence aujourd'hui, c'est ce que dans la Fondation Positive Planète, nous appelons l'économie positive, celle qui travaille dans l'intérêt des générations futures. Encore une fois, si on avait travaillé dans l'intérêt des générations futures il y a 10 ans, on n'en serait pas là. Et aujourd'hui, si on veut que notre société survive, il faut aller à marche forcée vers l'économie de la vie, dans l'intérêt des générations futures et dans l'intérêt des vivants d'aujourd'hui. Vous dites que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas la recherche autour du vaccin, alors qu'on devrait mettre le paquet sur la recherche de ce vaccin. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a une compétition, une concurrence entre les différents pays sur la recherche du vaccin. Donc, elle est illusoire, cette compétition. Non, mais il n'y a pas de compétition, il y a émulation. Et ce n'est pas les pays, c'est des chercheurs. Évidemment qu'il y a beaucoup d'équipes. Il y a 100, 150 équipes qui travaillent. Et ce n'est pas une concurrence, puisque évidemment, si quelqu'un trouve un vaccin opérationnel, il sera utilisé par la planète entière. Ça sera un bien commun de l'humanité. Et on sait déjà qu'il y a de l'argent pour le produire et le distribuer. Ça prendra un peu de temps, mais il y a de l'argent pour ça. Par contre, il n'y a pas assez d'équipes qui le recherchent. Pourquoi ? Parce que c'est parti par la base, par de nombreuses équipes privées, publiques, associatives, universitaires dans l'entreprise. Mais il n'y a pas de grands projets massifs. On ne dit pas aux chercheurs dans tous les domaines, réorientez-vous, cherchez. On ne dit pas aux laboratoires, mettez-vous en situation de marche forcée pour trouver ce vaccin. On ne le dit pas. Les pouvoirs publics dans aucun pays ne sont dans cette orientation. Et pourquoi on ne le dit pas alors que pourquoi est-ce que ce n'est pas la priorité aujourd'hui ? Parce qu'on continue à penser que le marché suffit, alors que le marché visiblement ne suffit pas, et que là, il faut se mettre en économie de guerre et pousser tant nationalement qu'internationalement à faire que ça fonctionne. Et aussi parce que l'OMS, l'organisation qui doit le faire, est aujourd'hui un champ de bataille politique et non pas un lieu d'action sanitaire. Il faudrait modifier cette OMS, la réformer suite à cette crise. On n'a pas le temps, il faut agir avec elle comme elle est et puis utiliser l'OMS pour faire régler ce problème au plus vite. Après, on verra. Emmanuel Macron a appelé à annuler la dette des pays d'Afrique. Jacques Attali, le G20 a mis en place une sorte de moratoire sur l'intérêt de la dette. L'Afrique va-t-elle payer le prix fort de cette crise ? On ne sait pas, mais certains scénarios très sombres parlent de 500 millions à 1 milliard de contaminés et plusieurs millions de morts en Afrique. Donc ça, c'est des scénarios si rien ne se passe. Mais j'espère que ce scénario n'aura pas lieu et que les pays africains, dont certains d'ailleurs sont formidables, le Maroc ou le Sénégal, ont mis en place des stratégies incroyablement efficaces, extrêmement innovantes et qui semblent leur permettre d'avoir un temps d'avance même sur les pays les plus développés. Mais il faut à tout prix que l'Europe s'occupe d'aider l'Afrique, parce que c'est son intérêt bien compris, parce que si l'Afrique sombre, c'est tout le monde entier qui sombrera, et que la contamination reviendra vers l'Europe d'une façon ou d'une autre, et parce que il est évident que nous avons intérêt à ce que le monde tout entier soit sorti de cette affaire. Mais je pense que l'Afrique doit d'abord compter sur elle-même. L'Allemagne est citée un peu comme un exemple, Jacques Attali, de la gestion de la crise, avec à la fois plus de lits de réanimation, moins de morts. Pourquoi s'en sort-elle mieux ? Je ne sais pas comment les Allemands comptent leurs statistiques, et donc sous réserve de cela, je n'ai pas d'avis. Il semblerait en tout cas qu'ils aient plus de lits
de gestion d'urgence et que ils ont mieux compris l'importance de la contamination réduite. Il est très important aujourd'hui de faire en sorte que le taux de contamination par quelqu'un soit inférieur à 1, c'est-à-dire qu'une personne contamine moins d'une personne. Aujourd'hui, sans effort de confinement, une personne peut contaminer 5 ou 10 personnes. Aujourd'hui, avec le confinement, on pense qu'on est descendu autour de 2 et il faut descendre au-dessous de 1. Et les Allemands l'ont compris et commencent à descendre au-dessous de 1. Mais pour descendre au-dessous de 1, il faudra aller beaucoup plus loin que là où on va. Il faudra dans tous les pays isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée, soit celui qui est contaminé ailleurs. C'est la seule chose qui va permettre de faire réduire véritablement le taux de contamination. Les Allemands l'ont compris et commencent à mettre à part les familles des contaminés. Est-ce que la France paye sa désindustrialisation, la délocalisation de son industrie? De toute façon, ce problème est mondial, la solution peut être mondiale, elle doit être d'abord européenne. Il faut qu'on se mette ensemble en Europe pour le faire. Et nous avons en France, si on voulait bien ne pas rester paralysé et immobile, nous avons toutes les capacités industrielles pour le faire. J'enrage de voir nos grandes entreprises ne pas se mobiliser encore autant qu'elles le pourraient, fabriquer des respirateurs non seulement pour la France, mais pour l'Europe et l'Afrique, des masques non seulement pour la France, mais pour l'Afrique, et mettre l'immense capacité de nos ingénieurs, de nos techniciens dans tous les domaines au service de ces causes nouvelles. Il y a une attente, ces billes à la main des grandes entreprises pour reprendre leur travail comme avant, qui me paraît absolument contraire à l'intérêt général. Vous avez écrit, Jacques Attali, que chaque épidémie majeure, je vous lis, conduit à des changements essentiels dans l'organisation politique. Vous parlez de la grande peste du XIVe siècle qui a participé à la remise en cause radicale de la place politique du religieux. Le système politique actuel, fondé sur la protection des droits individuels, peut-il être laminé par cette crise, Jacques Attali? Non. Ce qui va se produire de toute façon, c'est l'émergence de la technologie comme un facteur majeur de gestion des sociétés, tant pour la santé que pour l'éducation, que pour le fonctionnement des entreprises, que le fonctionnement d'État. La question, c'est de savoir si la technologie va être au service d'une société totalitaire ou d'une société altruiste. Les deux sont possibles. La technologie, de ce point de vue, est neutre. Je pense qu'une société altruiste est possible et qu'une société altruiste où chacun utilisera la technologie au service des autres et pas seulement de lui-même, et pas seulement au service d'un pouvoir politique centralisé, est possible. Naturellement, l'inverse est possible, et on peut voir la technologie installer une hypersurveillance et une autosurveillance qui soit un instrument de pouvoir totalitaire. Mais l'autosurveillance technologique est aussi un moyen de liberté. Si je me surveille moi-même et que j'en tire des conclusions pour moi, la technologie me permet d'être plus libre et non pas plus soumis. Merci beaucoup, Jacques Attali, d'avoir été avec nous. C'est la fin de la première partie de cette semaine de l'écho. Restez avec nous sur France 24. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et France24.com.